Alors, ma tâche, c'est de vous parler un peu, en tant qu'il mettait un parti, des grands principes de la fibrillation auriculaire et son approche thérapeutique. Évidemment, on ne peut pas parler de tout, mais surtout de l'approche thérapeutique. Alors, ici, je pense que... Voilà. Et donc, c'est très bien diapositive pour indiquer un petit peu le problème global de la fibrillation auriculaire. On est de plus en plus convaincu que la fibrillation auriculaire est un problème de maladie, d'une pathologie globale de toute l'oreillette. Voilà. Et ceci illustre bien cette situation. Vous avez des fibrillations paroxystiques ici sur un tracé oculaire, mais également des focales auriculaires. Ces deux vont souvent ensemble, puis une pause post-tachycardique, ainsi que des petites pauses dues à des extrasystoles auriculaires bloquées, et puis des extrasystoles auriculaires qui déclenchent alors la fibrillation auriculaire. Et donc, c'est une maladie générale de la pathologie, c'est une pathologie de la paroi auriculaire. Et ceci est important, non seulement pour l'approche thérapeutique, mais également pour ensuite un petit peu interpréter les résultats de notre approche, entre autres par ablation. Ceci est une coupe anatomique et vous voyez, je l'ai pris surtout pour indiquer sur ce schéma que les déclencheurs de fibrillation, et on s'est souvent concentré encore maintenant sur ces déclencheurs, les extrasystoles ou l'instabilité électrique qui se trouve dans la veine pulmonaire, ceci est l'oreillette gauche, et qui déclenche alors, c'est un trigger, un déclencheur de fibrillation auriculaire qui va se transmettre au reste des oreillettes. Bien entendu, il existe d'autres endroits, mais essentiellement, dans 85% des cas, ce sont les veines pulmonaires qui sont la cause des déclenchements, surtout au début de la maladie. Mais après une certaine évolution de la fibrillation, de cette maladie qui, encore une fois, est évolutive, et on voit à ce moment-là que la qualité de la paroi auriculaire va se transformer progressivement, s'altérer et être le siège elle-même, peut-être du déclenchement de certaines fibrillations auriculaires, mais également de l'entretien d'une fibrillation. Une fibrillation qui s'installe, normalement, elle s'arrête après un certain moment si le substrat auriculaire est encore relativement préservé. Et pourquoi a-t-on finalement cette déstabilisation, et c'est dû, comme je viens de vous dire, à ces foyers de résidus musculaires au niveau des veines pulmonaires, mais également des foyers extrapulmonaires, mais également la contribution du système nerveux automatique autonome qui est concentré au niveau des oreillettes, bien entendu, est concentré dans ce qu'on appelle les plexis ganglionnaires. Donc il y attache beaucoup d'importance parce que c'est également un but du traitement au niveau des activités complexes fragmentées de l'os. Et puis maintenant, on attache beaucoup d'importance aussi au rotor, c'est-à-dire au foyer particulier qui pourrait être responsable du maintien ou du déclenchement de la fibrillation auriculaire. Et entre autres, à Bordeaux, Michel Salière est en train de concentrer, par des techniques spéciales d'enregistrement multi-électrodes, à retrouver exactement où se situe le problème du maintien de la fibrillation auriculaire. Et ça pourrait être quelque part une cible ultérieure pour notre approche de la fibrillation. Parce qu'actuellement, les antiarythmiques, d'une part, on va en parler, mais également l'approche par ablation est relativement décevante. Et on devrait trouver d'autres cibles. Depuis 10 ans, 12 ans qu'on fait de l'ablation de la fibrillation auriculaire, on n'a pas énormément progressé dans notre cible. Mais commençons par les antiarythmiques. Et les antiarythmiques, vous voyez ici, les très anciens, la pyramide ou la quinidine, elles ne sont pratiquement plus commercialisées chez nous. Je pense que dans plusieurs pays, ça sera abandonné pour des problèmes d'efficacité. Mais malgré tout, par rapport au placebo, vous voyez, ils sont quand même relativement efficaces. Et puis les AC, qui sont beaucoup plus récents, qui sont encore bien plus efficaces que les précédents, peut-être moins d'effets secondaires, mais qu'on ne peut pas utiliser dans toutes les situations. Donc, au point de vue efficacité, il n'y a pas beaucoup de discussion, mais efficacité, ça veut dire plus efficace que le placebo, mais pas nécessairement pleinement efficace. Et dans les différents antiarythmiques, vous voyez que les classes 3, c'est-à-dire essentiellement l'amiodarone et le sotalol, se situent bien plus efficaces, ou se montrent bien plus efficaces que les antiarythmiques de la classe 1A. Et puis la dronedarone, on va toucher à bout. On espérait beaucoup des équivalents de la cordarone, mais finalement, ils sont
relativement peu efficaces. Regardez ici l'efficacité. Mais on avait beaucoup d'espoir aussi sur un effet plus large au niveau des oreillettes et au niveau de la mortalité par l'étude Athéna, par exemple. Mais comme vous le savez sans doute, on a eu une très grande déception suite à l'étude Pallas qui a montré qu'il y avait beaucoup plus d'accidents. Je vous montrerai une diapositive. Alors, l'autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les antiarythmiques sont suffisamment sûrs et est-ce qu'on n'a pas une morbidité, certainement due aux effets secondaires, mais une mortalité éventuellement plus importante. Et vous savez très bien qu'avec la quinidine et d'autres classes A, eh bien, on a décrit pas mal de problèmes et effectivement, la mortalité est légèrement plus élevée dans ces antiarythmiques de la classe 1, entre autres par l'étude de Copeland qui a démontré avec la quinidine une mortalité supérieure par rapport au placebo. Au niveau des autres antiarythmiques, la classe 3, là on a des effets secondaires effectivement au niveau du sotalol, mais au niveau de l'amiodarone, certainement pas, ou ça n'a certainement pas été prouvé, et malgré tout l'amiodarone étant le plus efficace et le plus largement utilisé, on peut être relativement à l'aise avec cet antiarythmique, sauf pour des effets secondaires à plus long terme. Donc, antiarythmique efficace, relativement peu efficace, mais effets secondaires, et ceci est un exemple des effets secondaires d'un antiarythmique classé en C, la frécaïne. Chez un patient qui avait une fibrillation auriculaire tout à fait banale, paroxystique, mais qui s'est transformé sous l'effet de la flécaïne, vous connaissez tout ça, en flotteur auriculaire et par moment en flotteur 1 pour 1. Le flotteur 1 pour 1 peut éventuellement être responsable, certainement de syncope. Quand vous avez un patient qui est en fibrillation auriculaire, vous prescrivez de la flécaïne, et il revient, il dit j'ai fait une ou deux syncopes, pensez toujours à la transformation en flotteur avec une réponse 1 pour 1. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Et il n'est pas impossible que ces transformations en flotteur rapide, la réponse rapide, pourraient être responsables d'une certaine mortalité. Et puis la dronédarone, qui a du mal à s'imposer parce qu'au départ on croyait que ça allait modifier quelque part l'approche de la fibrillation auriculaire par des bons résultats de l'étude Athéna, avec malgré tout une efficacité un peu moindre que la cordarone, et relativement modeste. Et vous voyez ici l'étude Pallas qui a été effectuée chez des gens en fibrillation auriculaire permanente. On pensait qu'on allait améliorer, malgré le fait qu'elles étaient permanentes, ces fibrillations, qu'on allait améliorer le devenir de ces patients, et on a constaté exactement le contraire, c'est qu'il y avait plus de mortalité, plus d'effets secondaires, d'accidents hémorragiques vasculaires, et on a arrêté l'étude parce que, manifestement, dans les permanentes, il y avait un problème qu'on n'a toujours pas très bien compris, mais de là, on a conclu finalement que la dronédarone était contre-indiquée dans les gens qui avaient une insuffisance cardiaque, une altération profonde de la fonction, et de toute façon dans toutes les fibrillations permanentes. Alors, les antiarythmiques, ce sont les dernières recommandations qui datent d'il y a un mois à peu près. Et bien voilà, donc de la Société européenne, les recommandations, on se base essentiellement sur la présence ou l'absence d'une maladie cardiaque sous-jacente importante. Vous voyez que s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente, eh bien, on peut utiliser la dronédarone, la flécainide, la propafénol ou le sotalol. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup d'antiarythmiques pour utiliser dans la fibrillation, et il y a des contre-indications, puisque quand vous avez, par exemple, une maladie sous-jacente, eh bien, vous voyez que vous ne retrouvez plus du tout ici les classes 1C. Or, les classes 1C sont les plus inoffensifs en l'absence du cardiopathie et les mieux tolérés en général, et très efficaces. Il y a toujours l'amiodarone, mais l'amiodarone est toujours considérée comme une médication de dernier recours pour ses effets secondaires. Quand vous avez une insuffisance cardiaque, eh bien, il n'y a que l'amiodarone que vous pouvez prescrire parce que les autres sont contre-indiqués pour un risque de proarythmie, par exemple pour le sotalol et la dronédarone. Suite à l'étude Pallas, eh bien, on ne retrouve plus la dronédarone à ce niveau-là. Donc on est relativement limité dans le traitement anti-arythmique, mais il faut savoir aussi que quelque part dans les recommandations, on ne parle pas tout de suite des anti-arythmiques, mais on se concentre essentiellement sur les problèmes thromboemboliques, même si on ne traite pas la fibrillation auriculaire. En d'autres termes,
une fibrillation auriculaire qui, vous voyez en consultation aux urgences, ne doit pas nécessairement être traitée. La fibrillation auriculaire, le réflexe de dire il faut faire quelque chose, il faut donner un antiarythmique, ce n'est pas une erreur d'accepter la fibrillation, quelle qu'elle soit. C'est un peu le choix du patient, le choix du médecin également, mais donc il n'y a pas d'obligation de traiter, donc vous pouvez admettre une fibrillation auriculaire paroxystique ou même persistante chez un patient qui ne demande pas, qui est asymptomatique, qui n'est pas gêné par son arythmie, à condition qu'on respecte, bien entendu, le problème de la prévention des thrombons. Alors, ceci, vous connaissez bien, on ne va pas entrer dans le détail, mais c'est dans le début des années 90 qu'on a démontré qu'il y avait un avantage majeur à anticoaguler la plupart des patients en fibrillation auriculaire non valvulaire. Par rapport au placebo, c'était indiscutable. Il y avait près de 60% de réduction d'accidents thrombologiques. Donc, ça c'est bien connu, c'est accepté par tous, mais on évolue et puis quand même, il y a malgré tout des nouveaux médicaments que vous connaissez tous maintenant, mais qui ont fait leur entrée sur le marché dans notre pratique quotidienne, et entre autres le dabigatran qui était le premier, et qui a démontré à 2 dosages différents, d'une part une non-infériorité de ces nouveaux anticoagulants, on les appelle NOAC, nouveaux anticoagulants oraux, et le dabigatran 150, qui a même démontré une supériorité par rapport à la warfarine, avec peut-être un tout petit risque plus important d'hémorragie. Voilà les 3 qui actuellement sont susceptibles d'être utilisés. Vous avez le dabigatran, le rivaroxaban et l'apixaban, qui sont tous non inférieurs par rapport à la warfarine, aux antivitamines K, avec même une supériorité pour plusieurs d'entre eux. Et élément très important, c'est que ça réduit en plus le nombre d'hémorragies intracrâniennes, qui est quand même particulièrement important. N'oublions pas qu'il y a quand même 1% au moins d'hémorragies sévères, y compris des hémorragies intracrâniennes, avec l'utilisation de la warfarine. Donc les nouvelles recommandations, donc les choses vont très vite, admettent actuellement que quand il y a nécessité de traiter, c'est-à-dire lorsque le score Chasles-Basque, vous connaissez tous je pense, est au-delà de 1, il faut traiter avec des anticoagulants. C'est quand même relativement nouveau parce qu'avant on pouvait se permettre éventuellement de donner de l'aspirine. Quand le score Chasles-Basque est à 0, également à ce moment-là, on disait voilà, aspirine ou ne pas traiter. Donc ce sont les fibrillations auriculaires idiopathique ou long atrial fibrillation, eh bien on pourrait dire, ben voilà, on va donner de l'aspirine. Actuellement, la recommandation se dit, on ne donne rien. N'oublions pas que l'aspirine donne également à peu près le même nombre, pratiquement la même incidence d'hémorragie sévère que les antivitamines K. Donc on n'a aucun bénéfice à ajouter en donnant de l'aspirine parce qu'il y a un risque qui est identique ou plus élevé que la prévention qu'on espère donner aux patients. Alors vous savez que dans le score Chasles-Basque, il y a, pour le sexe féminin, qui est plus à risque de faire des thromboembolies, un score de 1 au moins. Donc si on suit les recommandations précédentes du score Chasles-Basque, eh bien, toutes les femmes, avec n'importe quel type de fibrillation, de pathologie sous-jacente, se trouvaient ici et donc devaient avoir des anticoagulants, ce qui n'est pas tout à fait logique. Et donc, quelque part, maintenant, ils ont très bien corrigé le tir au niveau de la société européenne et ils ont admis qu'en dessous de 65 ans, eh bien, les femmes n'entrent plus en ligne de compte pour, lorsqu'elles ont un score, il n'y a pas d'écart, qu'elles pouvaient être mises dans le score qui indique une absence autocritique l'indication d'un traitement antithrombotique par anticoagulant. Donc, les femmes ont gagné un petit peu parce que sinon on était très enclin à traiter absolument toutes les femmes avec fibrillation auriculaire, c'était nettement corrigé dans le traitement. Par contre, lorsque vous avez un score qui est de 1, comme je viens de dire, ou certainement supérieur à 2, le traitement anticoagulant est impératif, en tenant compte aussi du critère
de tendance au saignement que vous connaissez aussi, qui est le Hasbled. Mais regardez, les flèches ici, ce qui est important, c'est que la priorité est donnée aux nouveaux anticoagulants. Les antivitamines K ont tendance et vont très probablement dans les recommandations disparaître au point de vue indication d'anticoagulation sous fibrillation auriculaire en première intention. Il est évident que les patients qui sont déjà bien traités, on peut en discuter après, il est évident qu'on peut maintenir ça pour différentes raisons. Il y a aussi un problème de coût-efficacité, parce que les nouveaux anticoagulants sont quand même plus chers, plus onéreux que les antivitamines qui ne coûtent pas très cher, mais il y a des contrôles réguliers. Alors, le traitement de fond, c'est l'ablation. Et là aussi, il y a une certaine évolution qui s'est dessinée en ce qui concerne notre attitude. Jusqu'à présent, on devait chaque fois attendre des échecs d'antiarythmiques pour pouvoir aller vers une proposition d'ablation. Et actuellement, bon, ça évolue pas mal, et surtout chez les patients qui ont des fibrillations idiopathiques, sans cardiopathie sous-jacente, et encore de forme paroxystique. Les formes paroxystiques commencent quelquefois comme ceci, avec des rafales d'extrasystole, qui manifestement, ce sont des témoins en fait d'une décharge au niveau des veines pulmonaires, et manifestement une ablation de très très bonne chance de pouvoir être efficace pleinement, et pour avoir peut-être des scores de 80-90% de réussite thérapeutique chez ces patients-là. Plus on attend, plus l'évolution se fait vers des fibrillations persistantes. Quelles sont les approches actuellement les plus utilisées? C'est l'approche avec le cathéter Lasso que vous connaissez. On va mettre ce cathéter Lasso dans les différentes veines pulmonaires, ici c'est l'oreillette de gauche, pour mesurer la conduction de l'oreillette vers les veines ou des veines vers les oreillettes. Et avec un cathéter d'ablation, on va pratiquer des points d'isolation électrique tout autour des veines pulmonaires comme ceci. L'idéal, c'est d'avoir évidemment cette même isolation possible avec des cathéters qui le font une fois, comme par exemple avec la cryoablation, le ballon de cryoablation. Beaucoup d'énergie ont été utilisées, mais actuellement, il n'y a pratiquement que ces deux-là qui sont couramment utilisés. Le cryoballon, c'est en fait le froid qui va occasionner ici une isolation avec une destruction des cellules, si possible transmurales, à l'ostium au départ donc, de ces veines pulmonaires. Les résultats sont pratiquement équivalents, que ce soit avec cette méthode-ci ou avec cette méthode-là, mais il n'y a pas de comparaison très complète qui m'a été faite entre les deux méthodes. Il y a aussi un problème de coût parce que le ballon coûte bien plus cher que l'isolation avec des cathéters Lasso de ce genre-là. Il y a toute une série de possibilités de faire une cartographie, c'est-à-dire de refaire l'image de l'oreillette gauche. Au départ, on a déjà une image reconstruite en tridimensionnel qu'on prend comme base et on va alors superposer ce que nous réalisons avec une image virtuelle avec le cathéter d'ablation pour faire une recomposition de l'oreillette, une superposition pour guider nos ablations tout autour des veines pulmonaires comme ici et comme là. Et ici, c'est un exemple, par exemple, de cette fameuse activité des potentiels veineux pulmonaires qui existe à l'intérieur, ici chez un patient donc en fibrillation auriculaire, qu'on retrouve donc sur nos fameux cathéter Lasso qu'on va utiliser pour avoir un guide et orienter l'ablation. Vous voyez ici, pendant l'application de radiofréquence, ici, eh bien, on nettoie complètement, du moins une partie ou une porte de conduction de l'oreillette vers ces veines pulmonaires. Vous voyez qu'ici, il en persiste encore, donc nous allons faire des applications encore plus importantes. Et je pense ici, le point bleu indiquait l'endroit où on était arrivé à finalement interrompre aussi le passage complet. Donc on vide complètement les veines pulmonaires et en principe le problème est résolu. Le problème est résolu sauf si vous avez le substrat qui est encore extrêmement altéré et qui peut encore accepter, si on peut dire, les fibrillations auriculaires ou être même le siège du déclenchement de fibrillation. Vous voyez ici un exemple où, lors de l'application, on arrête la fibrillation. Alors ça, c'est la victoire parce que c'est très spectaculaire. C'est probablement bon signe pour le devenir à long terme de la fibrillation, mais il n'est pas certain que ce soit une question sine qua non. Et d'autre part,
dans des fibrillations qui s'arrêtent donc pendant l'ablation. Ça veut dire qu'ils étaient au départ en fibrillation auriculaire, probablement des fibrillations donc persistantes. Si on les arrête, d'abord c'est très rare, et d'autre part on ne sait pas très bien dans quelle mesure c'est un but en soi. Alors ceci juste pour montrer quelques résultats d'intervention par cryo-ballon. Vous voyez qu'on a à peu près 70% de réussite, mais encore une fois il n'y a pas encore de comparaison très claire entre les deux approches, donc radiofréquence et la cryoablation. Et comme je vous le disais, la fibrillation est une maladie évolutive, et cette maladie évolutive va changer notre attitude au point de vue ablation. Parce que si vous avez quelque part une fibrillation paroxystique persistante permanente, ici, le paroxystique, et bien l'isolation des veines pulmonaires a toute sa place. Par contre, si vous avez des fibrillations déjà très anciennes, c'est surtout le substrat qu'il faudra traiter. De toute façon, on traite toujours les veines pulmonaires, donc on isole toujours, mais en plus, il va falloir faire d'autres choses, et ceci sont quelques schémas de ce qu'on peut imaginer et ce qu'on fait couramment dans les fibrillations plus persistantes ou persistante de longue durée. Ici, ceci représente l'isolation des veines pulmonaires. Alors on ajoute une ligne du 3, on ajoute éventuellement une ligne inférieure, parfois également au niveau de la veine cave supérieure, et alors une ligne, ici elle n'est pas très bien visible, au niveau de l'isthme gauche, l'isthme donc la jonction entre la veine pulmonaire inférieure gauche et l'anneau tricuspide. Donc on va d'une certaine façon segmenter l'ensemble des oreillettes pour empêcher, sur base de la masse critique nécessaire pour le maintien de la fibrillation, on va donc segmenter pour essayer d'empêcher le maintien certainement de la fibrillation auriculaire, outre l'isolation des veines qui elles sont les déclencheurs. Et puis alors vous voyez ces petits points, ce sont un peu des cafés en langage ou en jargon d'électrophysiologie, c'est en fait des complexes fractionnés électriques au niveau de l'oreillette, et qui sont pratiquement au même endroit. Souvenez-vous de l'image tout à l'heure où on a ces plexis ganglionnaires. Et la destruction de ces foyers avec des potentiels fragmentés et prolongés pourrait quelque part aider, en plus des autres approches, à se débarrasser des fibrillations qui ont plutôt une tendance à la persistance. Voilà. Alors il existe aussi une technique chirurgicale. Et elle est beaucoup moins utilisée parce que les chirurgiens ont parfois des difficultés de collaborer avec les électrophysiologistes et vice-versa. Mais ce sont des techniques qui sont probablement plus efficaces en ce qui concerne les résultats, avec une segmentation qu'on obtient en faisant une intervention par thoracoscopie, mini-invasive. Mais vous voyez, pour un non-chirurgien, ça paraît un petit peu quelque chose d'assez horrible, mais c'est tout à fait praticable. Et ça se fait par 3 petits trous à droite, à gauche, successivement, avec une ventilation sur un poumon. Et on introduit alors une sorte de gland ou de pince qu'on va, vous voyez bien ici, qu'on va mettre autour de l'orifice des deux veines pulmonaires. On est à droite ici. Vous voyez ici la veine pulmonaire supérieure droite, et ici vous devinez la veine pulmonaire inférieure droite. Avec ce système, ce qui est également l'énergie, c'est également la radiofréquence, on arrive à faire une isolation très complète et transmurale complète au niveau donc, de l'isolation, et qu'on mesure par des stimulations et par des enregistrements. Et outre ces isolations des veines, avec une autre sonde, on va faire des lignes, c'est un peu compliqué pour un non-chirurgien, qui va rejoindre les deux isolations, gauche et droite, également une ligne du toit. Donc on va faire réellement une segmentation, comme vous voyez ici sur cette image-ci. On va isoler un box postérieur, et en plus de l'isolation des veines pulmonaires, on va faire également des lignes vers l'aorte ou des lignes vers l'anneau mitral. Et donc on a une segmentation qui est beaucoup plus efficace en théorie que l'approche par cathéter. Mais il y a un grand mais, la morbidité quand même de cette approche est quand même nettement plus élevée. En général, je ne sais pas s'il y a des chirurgiens cardiothoraciques ici, mais en général, le chirurgien qui, en post-opératoire d'appontage ou quoi, ont des déclenchements pleuraux, péricardiques et autres petits soucis de ce genre-là, trouve ça normal parce que c'est un déco normal d'une intervention. Une fibrillation auriculaire qu'on peut traiter par cathéter éventuellement, on voit des patients avec des drains, des choses comme ça, c'est un peu plus lourd.
Donc, mais ça peut être une bonne alternative pour des interventions dans des fibrillations auriculaires plus persistantes et plus réfractaires. Alors la grande question c'est, bon, d'abord, est-ce qu'il y a un avantage de faire une ablation plutôt que le traitement médicamenteux? Outre le fait que ce sont des études extrêmement difficiles à réaliser d'une façon très objective, sans sélection des patients, mais toutes les études, il y a une demi-douzaine d'études actuellement, qui ont tous démontré finalement que l'ablation avait plus d'effet au niveau maintien du rythme sinusal que le traitement par antiarythmique. Donc ça c'est acquis, malgré le fait que ces études sont toutes un petit peu discutables et fragiles, on accepte effectivement que s'il y a un choix à faire, à terme, eh bien l'ablation est probablement ce qu'il faut proposer à vos patients, mais comme vous allez voir, la recommandation se base essentiellement sur le choix du patient et le choix du médecin éventuellement. Une autre question qu'on peut se poser, est-ce que ces résultats qu'on obtient, au début de l'ablation, tout le monde citait des chiffres extraordinaires de 95% de succès, etc. Est-ce que c'est possible? Eh bien, je pense qu'il faut déchanter un petit peu. Parce que quand vous voyez ici, et maintenant on a 5-6 études qui vont dans le même sens sur un long terme, parce que les succès étaient toujours calculés après 6 mois, après 12 mois d'intervention. Regardez ici l'évolution au cours du temps. Après 5 ans, vous voyez qu'on a plus que 25 à 30% de gens qui n'ont pas récidivé. Et après plusieurs interventions, ce chiffre est bien entendu meilleur, mais malgré tout, souvent ces gens ont besoin de 2 ou plus de 2 interventions dans certains cas. Et alors, autre chose, c'est que les gens, et ici c'est l'étude de Bertaglia, a démontré que les gens qui pendant un an n'avaient fait aucune récidive, donc qui étaient considérés comme étant guéris, eh bien ces gens-là, à la longue, après 6 ans à peu près, avaient également progressivement des rechutes. Donc on est un peu déçu par ces résultats parce que malgré tout c'est quand même décourageant en disant mais ce qu'on fait, est-ce que réellement ça aura une influence à long terme sur cette maladie, encore une fois, qui est évolutive. Juste un petit mot pour les complications. Ce qu'on craint surtout, c'est la tamponnade, ça devient de moins en moins risqué au point de vue comme complication, parce que nous avons actuellement des sondes qui sont des sondes avec capteurs de pression, et ça nous permet d'appliquer des applications, de faire des applications de radiofréquence sans ajouter une pression trop importante qui est à l'origine évidemment de perforation de tamponnage. Alors il y a toujours le risque évidemment de provoquer des petits agrégats plaquettaires ou autres et d'avoir des caractéristiques transitoires qui devraient être le plus bas possible, bien entendu. Et alors on parlait de sténose de veine pulmonaire, ça n'existe quasi plus. Donc actuellement on fait des lésions vraiment très proximales et ça n'existe quasi plus. Alors, ces diapositives pour vous montrer qu'on est à la recherche de cette fameuse maladie évolutive, de rechercher dans quelle mesure, effectivement, cette évolution n'a pas entrepris une trop grande partie de l'oreillette. Et ceci, ce sont des images de résonance magnétique avec renforcement tardif et qui nous donne alors la proportion, qui nous montre la proportion de fibrose dans l'oreillette. Il est évident qu'une oreillette comme ceci est certainement plus favorable pour un résultat à long terme qu'une oreillette comme celle-ci ou comme celle-là. Ceci étant, ce type d'examen avec rehaussement tardif est extrêmement difficile à obtenir au niveau de l'oreillette. Donc, discuter avec vos spécialistes de l'IRM, ils vous diront que c'est pratiquement impossible et c'est quand même relativement subjectif dans l'interprétation. Ce sont des images, évidemment, qui sont partiellement construites ou sélectionnées. Donc, mais c'est une voie pour éventuellement obtenir, quelque part, avant d'aller vers l'ablation, d'obtenir quand même une idée des chances de succès. Et voilà où nous en sommes maintenant dans la stratégie. Suite aux recommandations, on retrouve un peu ce que nous éprouvons ou ce que nous avons comme expérience quotidienne. Et quand vous avez des paroxystiques, d'abord, avant il fallait toujours un échec d'antiarythmique avant de penser à l'ablation. Et vous voyez ici que le choix du patient est primordial dans l'attitude.
quelqu'un qui a 40 ans avec des fibrillations paroxystiques, est-ce qu'on va attendre d'avoir des échecs thérapeutiques et une évolution de la maladie, ou est-ce qu'on va aller tout de suite vers l'ablation? Eh bien, vous voyez que ce n'est pas impossible dans les recommandations. On laisse le choix quelque part pour décider s'il n'y a pas de maladie sous-jacente. Si elle est persistante, mais là on peut penser à des antiarythmiques d'abord, mais finalement on peut revenir à l'ablation un peu en fonction de l'évolution d'après chaque cas individuel. Et si vraiment on est devant un échec, ben, finalement la myodarone est quelque part quelque chose qui nous aide, du moins pour traiter les symptômes du patient. S'il y a une pathologie sous-jacente, eh bien, si vous avez encore une fois une insuffisance cardiaque, ben, vous allez d'abord essayer de trouver des... si vous n'avez pas, pardon, vous pouvez vous adresser à l'atrodénarone et au sotalogue. Si vous l'avez, ben, est-ce qu'il y a une relation entre la fibrillation et cette insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il faut passer d'abord par la myodarone ou est-ce qu'il ne faut pas parler aussi d'éventuellement faire un geste au niveau du substrat pour essayer de sortir le patient de cette situation difficile avec des fibrillations récidivantes et qui vont souvent vers la persistance et qui sont responsables alors d'insuffisance cardiaque répétée ou difficile à traiter. Alors une des dernières diapositives, c'est un petit peu aussi un élément un peu décourageant que je vous montre là, donc je ne prêche pas contre ma chapelle, mais il faut rester objectif dans ce qu'on fait et essayer de se poser des questions toujours, comment peut-on améliorer cette situation? C'est aussi simplement, voilà, c'est des oreillettes gauche et droite, et les codes de couleur désignent la normalité des potentiels. Plus le potentiel est faible, fragmenté et autres, plus ça témoigne d'une pathologie de l'oreillette, du substrat. Et oui, quelqu'un qui fait des fibrillations auriculaires de plus que paroxystique, regardez, donc le rouge étant des potentiels altérés, regardez vers où ça évolue très rapidement, même chez les gens en paroxystique, et quel est le devenir de ces oreillettes avec ou sans ablation, on n'a pas encore de réponse très claire. Mais ce qui est le plus décourageant peut-être, c'est que même après ablation de ces formes encore très paroxystiques et qui sont de très bons candidats pour une isolation des veines pulmonaires, et on voit que cette altération du substrat se poursuit, même si les gens sont en rythme cellulaire. Et ça, c'est extrêmement décevant. Et c'est là où on doit travailler, évidemment, pour essayer de trouver des choses pour empêcher l'évolution. Donc, je vous montre beaucoup de choses aussi qui sont assez négatives, mais c'est pour vous certainement souligner le fait qu'on n'a pas encore tout résolu dans la fibrillation, qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Et ceci aussi, c'est très récent, ça vient d'être publié dans le journal. Eh bien, je n'étais pas bon bidon, je sais pas si... je fais très au Danemark et qui a essayé avec de multiples enregistrements répétés après ablation, a essayé de déterminer la charge en fibrillation auriculaire de tous ces patients qui étaient ablatés. Ceux qui avaient été ablatés versus ceux qui n'ont pas été. Et on se rend compte qu'en fait la charge globale est la même. Et si vous mettez des haltères répétés après des ablations, vous allez voir que les gens sans récidive de fibrillation, c'est l'exception des exceptions. Parce qu'au fil des années, il y a des choses, ici vous voyez, après 24 mois, enfin vous ne voyez pas encore, mais après 24 mois, vous avez une charge qui est peut-être un peu moindre pour les gens qui ont eu une ablation adéquate, mais globalement, je ne sais pas si. Ouais, bon. Donc la charge globale de fibrillation n'est pas très différente, n'est pas statistiquement prévue. Mais après 24 mois, uniquement à cette période-là, on peut dire que oui, il y a peut-être un peu moins. Voilà. Et si je peux avoir mon pointeur, ou alors une petite souris. Voilà, peut-être avec la souris. Voilà. Vous voyez, il y a une différence statistique à 24 mois, mais c'est le seul moment où réellement on peut dire, ben voilà, là on a fait quelque chose. Donc encore une fois, ce sont des choses qui sont relativement décourageantes. Et donc, en conclusion, je pense qu'on peut dire d'abord, ce sur quoi on est tous d'accord, le traitement médicamenteux, c'est une chose, mais c'est très décevant, il y a des effets secondaires et beaucoup d'intolérance et beaucoup de contre-indications. L'isolation, c'est certainement quelque chose qui va nous
permettre d'avancer là-dedans, mais on n'est certainement pas au bout de nos efforts. Les persistants, il faut faire des segmentations, il faut imaginer d'autres approches pour être plus efficaces. Et encore une fois, comme dernière conclusion, je pense qu'il est important, la fibrillation est une maladie rythmique de l'oreillette et elle est évolutive.